Bonjour à toutes et à tous les gars, vous vous retrouvez aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et pour ce nouveau podcast, on va parler d'une Thunder d'Oklahoma City menée par son leader Shai Gilgeous-Alexander SGA qui sera assurément MVP, c'est sûr, à 95%. Surtout avec les derniers matchs manqués de Nikola Jokic ces derniers temps, même s'il a repris hier soir. Et justement pour ce faire, on va parler de la défense du Thunder qui est la meilleure défense de la ligue, que ce soit collectivement, individuellement, etc. On va parler des recrues estivales de l'année dernière, c'est-à-dire Isaiah Hartenstein et Alex Caruso, du collectif, c'est-à-dire Cason Wallace, etc. Et aussi du SGA qui sera MVP. Pour commencer, je voudrais quand même parler des recrues estivales du Thunder. Alors, justement, comme arrivé, nous avons eu Isaiah Hartenstein qui a été signé l'année dernière à 90 millions de dollars sur 3 ans, il me semble, et qui était vraiment la chose dont on avait besoin parce que l'équipe l'année dernière, malgré sa très bonne saison, malgré les 57 victoires, la défaite malgré tout en demi-finale de conf en 6 matchs face aux Mavs de Luka Doncic et Kyrie Irving et MJ Washington, je tiens à le rappeler, l'équipe manquait de taille et manquait de rebond justement. L'équipe avait beaucoup de mal et Isaiah Hartenstein et la présence d'un pivot de manière générale, d'un bon pivot, était plus que nécessaire parce que l'équipe était 27e au rebond l'année dernière pendant quasiment toute la saison, pendant la majorité de la saison. L'équipe avait énormément de mal dans l'exercice et la présence d'Isaiah Hartenstein a énormément aidé sur la saison. Déjà que déjà même avec Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein aurait beaucoup aidé, mais en plus de ça, avec Chet Holmgren qui s'est blessé dès le début de la saison, il a joué à peine 10 matchs avant de se fracturer la hanche face aux Warriors en début novembre. La présence d'Isaiah Hartenstein, malgré le fait qu'il ait été blessé en début de saison pendant 3-4 semaines, malgré le fait aussi qu'il soit revenu plus tôt, parce qu'on s'attendait à ce qu'il revienne à la mi-décembre, il est revenu fin novembre, début décembre, donc c'est un petit peu mieux. Eh ben, sa présence, elle a été nécessaire. Heureusement qu'il a été là, parce que sans sa présence, je pense que même s'il a eu des petits pépins physiques, je pense que la saison de Casey aurait été beaucoup plus compliquée. OKC aurait sans doute dû faire un move un petit peu douteux pour chercher un pivot, c'est-à-dire que il y en a certains des podcasts qui parlaient du fait pourquoi pas de recruter un pivot. Alors moi j'étais pas forcément pour le move justement et le temps l'a prouvé parce que recruter un pivot un petit peu bizarre, donc casser un contrat d'un des joueurs de l'équipe, j'aurais pas forcément été fan, même s'il y a des joueurs comme Adam Flagler qui sont pas forcément bons. En tout cas, c'est pour dire que Isaiah Hartenstein, c'est un super investissement pour l'instant. Faut voir en playoff ce qu'il va donner, mais il donne de bonnes minutes. C'est un peu un chien sur le terrain, c'est-à-dire un peu comme l'image de l'équipe, mais c'est le genre de joueur que t'aimes bien voir dans ta team et que tu détestes affronter. Dans le sens où c'est un joueur, il va embêter l'adversaire. Il va faire des fautes rageantes pour l'adversaire. Il va être ultra frustrant pour les adversaires, les sortir un petit peu du match ou de l'action. Et justement, c'est ultra bénéfique pour l'équipe parce que il est pas du tout toxique pour l'équipe de Casey. Et c'est pas, imaginons, un joueur qui peut poser un petit peu problème comme un Patrick Beverly. Il est pas de ce calibre-là, il est le calibre juste en dessous. Je trouve ça parfait, honnêtement. Et là, aujourd'hui, il a à peu près 11 points, un peu plus de 11 rebonds. Et honnêtement, je trouve que voilà, c'est un super investissement. Il mérite le statut qu'il a. En tout cas, il était pivot titulaire. Des fois, il joue double pivot avec Chet aussi quand il est dispo. La line-up, elle est pas forcément bien, puisque Chet, il est pas à 100%, puis même les deux, ça marche pas forcément bien ensemble. Je pense que Isaiah Hartenstein qui sort du banc, ça apporte tellement que c'est le mieux à faire. Je pense en tout cas. Mais sinon, Isaiah Hartenstein, c'est une réussite. Alors là, je vais parler d'un joueur, c'est un peu plus contrasté sur sa saison. C'est Alex Caruso. C'est Alex Caruso quand on l'a échangé en plus pour Josh Giddey. Personnellement, j'aime beaucoup Josh Giddey. Je vais pas parler des accusations, etc. Voilà, bref. Je parle que du joueur qui a fait de très bons JO justement avec l'Australie. Il a montré son vrai niveau et c'est un joueur qui a voulu montrer à OKC, en tout cas qu'il montre sur la saison, que c'est un vrai joueur de basket. Il le montre aux Bulls, là il a fait de très bons matchs et tout, des triples-doubles, etc., des matchs impactants avec des victoires aussi qui comptent. Donc c'est pas mal.
Et justement, c'est pour ça que j'attendais beaucoup de Caruso, parce que échanger Guidi, qui quand même, pour OKC, même si la saison dernière, il rentrait plus dans nos plans de jeu, eh ben, c'était quand même un pari un petit peu, parce il était quand même apprécié par la fanbase. Et Caruso, alors sa saison, elle est un peu en demi-teinte. Ça va mieux depuis un mois, je dirais quand même. Mais au début, il rentrait 0 tir, c'est-à-dire, je demandais pas à ce qu'il mette 15 points par match, mais il rentrait 0 tir, alors qu'il sortait d'une très bonne saison, hein. Plus de 40% à 3 points, il rentrait 0 tir. Il était jamais présent, il a eu beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de blessures, je sais pas exactement ce qu'il a, mais je crois que c'est des soucis à la hanche, décidément. Et ouais, je suis un petit peu déçu de la saison d'Alex Caruso, même si depuis un mois, là, on a vraiment le Caruso des Bulls, quoi. On a vraiment le Caruso des Bulls ou le Caruso des Lakers, époque du titre ou année juste avant son trade. Donc Caruso, je pense que sur le long terme, ça va payer. De toute façon, il était prolongé pour 80 millions de dollars sur 4 ans après cette saison-là. Donc, il est dans les plans du moyen long terme du Thunder. Je pense que c'était le bon move à faire, même si 80 millions, c'est cher. Vu que le salary cap va augmenter de 10% dès la rentrée prochaine, peut-être que ce sera plus si cher que ça à voir. En tout cas, Alex Caruso, pour l'instant, je mettrai une note peut-être de 6 sur 10, alors que Isaiah Hartenstein, je mettrai une note de 8,5. Je peux pas mettre 9 non plus à Isaiah Hartenstein, parce que c'est pas non plus un mec qui a fait beaucoup de matchs à 20 points, 20 rebonds. Mais Isaiah Hartenstein, ce qui est bien pour revenir sur lui, c'est qu'il a ce petit toucher, c'est-à-dire il met ses petits paniers proches du cercle. C'est pas qu'un Rudy Gobert qui a des mains j'allais dire de maçon, bref, qui a des mains qui sait pas quoi en faire et qui sait que dunker. Malgré toutes les qualités qu'on reconnaît à Rudy Gobert, hein, au rebond, défensivement, etc. Mais Isaiah Hartenstein, offensivement, il est utile et c'est pas un point mort, et ça c'est bien. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. Caruso, je mets 6 sur 10. Peut-être 6,5 à la fin de la saison s'il continue comme ça. Il reste 10 matchs. En tout cas, voilà pour les deux joueurs et pour les recrues principales de la saison. Alors, c'est pas vraiment une recrue, mais je pense que je peux aussi rajouter un petit mot pour AJ Mitchell, qui honnêtement est un super rookie qui s'est blessé malheureusement. Il risque pas de revenir avant les playoffs, peut-être 3 matchs avant les playoffs si jamais, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Mais il faisait une super saison, il a porté beaucoup sur le terrain, surtout pour un rookie, et de ce point de vue-là, c'est vraiment pas mal. Maintenant, j'aimerais parler des progressions de la saison, et je vais tout d'abord parler de Kayson Wallace avant de parler évidemment d'Aaron Wiggins, parce que Kayson Wallace, c'est un joueur, l'année dernière, il avait fait une très bonne saison rookie. Je sais pas s'il avait fait le All-NBA Rookie First Team, je pense qu'il a fait la seconde team, mais en tout cas, il avait été très fort, plus de 40% à 3 points, une bonne défense, il était vraiment bien, mais là, cette saison, il a vraiment pris un cap, et même s'il a baissé ses stats à 3 points, il me semble qu'il est plus qu'à 34 ou 36%, donc c'est quand même une vraie chute. C'est un joueur qui offensivement est beaucoup plus utile malgré ça, parce que il est beaucoup plus agressif. Il est beaucoup plus agressif, il ose beaucoup plus. Offensivement parlant, c'est pas un point mort sur le terrain, c'est pas juste un profil friendly, justement, comme un Lou Dort par exemple. C'est un joueur, il va au cercle, il n'hésite pas, il n'a pas de tir vraiment à mi-distance pour l'instant, mais il a des capacités de pénétration qui sont pas mal. Et il est vraiment rentré dans le plan de jeu de Marc Degnaud. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un Lou Dort bis. C'est plus un mini Lou Dort, je dirais que c'est vraiment un Lou Dort bis dans le sens où, défensivement, il se met des missions défensives. Kayson Wallace, c'est assez incroyable. Dans les prises à deux, il est toujours là pour aider, pour défendre sur le meilleur joueur en face. Si imaginons Lou Dort n'est pas dessus, si J-Dub n'est pas là, etc. Et honnêtement, c'est une saison de Kayson Wallace, je mettrais la note, franchement, de 9 sur 10 quand même. 9 sur 10 pour le rôle qu'il a et pour ce que j'attendais de lui. C'est-à-dire que j'attendais pas forcément à ce qu'il passe à 13-14 points, c'est pas son rôle. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais honnêtement, vu l'implication qu'il a sur le terrain et vu ce qu'il montre, je pense que la note de 8 à 9, en tout cas, peut-être 9 c'est un petit peu beaucoup, 8 à 9 c'est vraiment pas mal. Et j'espère qu'il va continuer de progresser en ce sens et qu'en playoff, il montrera des choses et puis voilà, quoi, que ça va continuer. Alors là, évidemment, je vais parler d'Aaron Wiggins. Aaron Wiggins qui, là, sa saison, je pense que c'est un 9, je peux pas mettre 10 parce que son explosion, elle est venue un petit peu tard.
Elle est venue un petit peu tard dans le sens où il a fait partie des prolongations de l'été dernier avec Isaiah Joe. Ils ont été prolongés à peu près pour le même tarif, c'est-à-dire un peu plus de 40 millions pour 4 ans. Je sais qu'il y en a un, c'est 44 millions et l'autre 48, je sais plus lequel exactement. Lequel est lequel, donc bref, on va dire 46 millions à peu près. Et comme ça, je coupe la part en deux. Et Aaron Wiggins, offensivement, moi, je trouvais justement que OKC, j'avais peur d'une chose, c'est que défensivement, je savais qu'on était fort, mais je me disais, si SGA est pas dans un bon soir, qu'est-ce qu'on a comme arme offensive? Parce que Chet, c'est pas sa qualité première, il peut scorer, etc., mais c'est pas un scoreur. J-Dub, je lui fais pas confiance vraiment dans les gros matchs, on l'a vu en finale de NBA Cup, quand SGA, défensivement, offensivement, il n'a pas été là, parce qu'il était très bien défendu, peut-être la pression, etc., à Las Vegas, il n'a pas réussi. En tout cas, J-Dub n'a pas été là. On n'avait pas Chet à ce moment-là, évidemment. C'est pas Isaiah Hartenstein qui va mettre des points. Isaiah Joe, c'est un très bon shooter à 3 points. Quand il prend feu, ou pas d'ailleurs, mais c'est un mec qui met 10-12 points, voilà. Et justement, je me disais, ce serait bien qu'on ait un petit sixième homme, histoire de vraiment un petit scoreur en sortie de banc, pour aider OKC offensivement parlant. Et ben justement, ce joueur-là, je pense pas que ça allait le devenir, mais c'est devenu Aaron Wiggins. Dans le sens où, des fois, évidemment, il est titulaire, ça dépend de la line-up, mais il apporte tellement offensivement, il a tellement confiance en lui, en son jeu, et ce qui fait que ça aide à l'équipe d'avoir confiance, dans le sens où, imaginons, SJ est pas là sur le terrain, c'est pas grave, t'as Aaron Wiggins qui peut être là, t'as Aaron Wiggins qui peut scorer, il peut mettre des tirs à 3 points, il peut mettre des tirs à mi-distance, il peut mettre ses doubles pas, offensivement, le mec est vraiment présent, défensivement, c'est pas le meilleur joueur, c'est sûr, mais vu que la défense collective du Thunder est tellement bonne, c'est-à-dire que défensivement, t'as tellement de joueurs, on en parlera après évidemment, mais en tout cas, euh, son explosion au scoring, elle est exceptionnelle, c'est-à-dire que depuis 2025, là, il affiche de ses stats, je crois qu'il était à plus de 15 points de moyenne sur 2025, ce qui est excellent, et honnêtement, il apporte vraiment de la sûreté, de la sécurité à ce niveau. Donc Aaron Wiggins dans les explosions de la saison ou dans les progressions de la saison, voilà, lui c'est vraiment une explosion, je dirais. C'est vraiment une explosion. Et justement, moi je suis pleinement satisfait de son rôle, en tout cas. En tout cas, maintenant, je pense qu'on peut parler de la défense du Thunder. J'en ai un petit peu parlé juste avant, je n'ai pas trop en parler exprès. Et pour ça, quoi de mieux que de parler d'un mec qui devrait être candidat au titre de défenseur de l'année, malgré les petites polémiques qu'on peut voir sur Twitter. C'est évidemment Lou Dort. Lou Dort qui... C'est vraiment un joueur sur le terrain. The Torture Chamber, là, ça fait depuis quelques années que ce même existe. Et le gars, il est juste trop fort. Un peu dirty à certains moments, entre guillemets. Un petit peu dirty dans le sens où il n'hésite pas à donner des petites patates dans les parties intimes des joueurs en face, qui posent des écrans, par exemple, pour les décalages et tout. Mais en tout cas, pour OKC, il est très fort défensivement. Je dirais que sa saison, c'est un 9. C'est un 9 parce qu'il y a quelques matchs où il a des problèmes de faute. Et c'est normal, c'est parce que il n'hésite pas à vraiment aller au contact avec l'adversaire. Et en playoff, ça fait un petit peu peur. Même si les arbitres ont le coup de sifflet moins facile, je pense que ça peut être un problème. Mais vu que maintenant, on a un Lugansdort bis avec la personne qui est Kayson Wallace, je pense que ça posera moins de problèmes, sachant que par rapport à l'année dernière, on a aussi, et justement, transition toute trouvée, pardon, Alex Caruso. Alex Caruso qui me décevait aussi dans cet aspect-là du jeu. C'est-à-dire que défensivement, je trouvais pas qu'il avait un impact si énorme en début de saison, mais c'est normal, il faut qu'il s'acclimate, il a des petits soucis, des petits problèmes de santé, enfin des petites blessures par-ci par-là. Là, il est vraiment rentré dans sa saison, et défensivement, il est d'une telle aide, honnêtement. En plus de ça, la défense collective du Thunder est excellente, c'est-à-dire que en termes de ballons déviés, le Thunder est premier. Première de NBA et de très très loin, c'est-à-dire pas forcément des interceptions, mais des ballons déviés, etc. Des ballons perdus pour les adversaires, aussi le Thunder est dans le haut du panier sur la saison. En termes de points encaissés par match, l'équipe est deuxième derrière Orlando. L'équipe encaissement de 107 points par match. Bon, tu dis ça il y a 20 ans, c'est énorme, mais évidemment là on est en 2025 avec les attaques en face qu'on connaît, tiens, à 3 points qu'on connaît. Donc
C'est beaucoup, enfin c'est très peu. C'est très peu d'encaisser moins de 7 points par match. Et avec ça aussi, je voulais parler, donc hormis Caruso et Ludort, de J-Dub, Jalen Williams, qui même s'il est blessé depuis quelques semaines là maintenant, à la hanche aussi, c'est vraiment un très bon joueur défensivement. C'est-à-dire que avoir une deuxième option aussi forte défensivement parlant, honnêtement, c'est un vrai luxe. C'est un vrai luxe parce que offensivement parlant, il a 20 points de moyenne. Les gens le comparent à un petit Scottie Pippen, à Erwan de First Team par exemple. Mais moi, je suis pleinement satisfait de sa défense et par exemple, d'un autre joueur qui peut apporter défensivement, c'est-à-dire Isaiah Hartenstein, qui, sa présence de la raquette n'est pas vraiment dissuasive autant que Chet, ou MB évidemment, qui est le joueur ultime dans le domaine en termes de dissuasion de la raquette, avec Rudy Gobert à son prime, mais il apporte beaucoup quand même défensivement, il n'hésite pas à aller au contre, etc. Et c'est très bien. Chet, j'aimerais en parler, mais je peux pas trop en parler dans le sens où il n'est pas à son meilleur niveau, il n'est pas au top. Donc, je pense que sur la saison, il est moins impactant que la saison dernière, c'est normal. Donc voilà. Et aussi, mention honorable, en dehors de Kayson Wallace dont j'ai parlé, par exemple, mention honorable pour SGA, c'est-à-dire que tu as quand même un joueur qui a 33 points de moyenne, et je vais pas parler des interceptions, parce que c'est facile de parler des interceptions. Trae Young a été fort en interception à un moment il y a quelques années, alors que Trae Young c'est une passoire, c'est même pire que ça. T'as Luka Doncic, c'est la même chose. James Harden, Prime, il y a 6-7 ans, c'est pareil. En 2018-2019, tout ça. Offensivement, ce sont des joueurs forts, mais défensivement, ce sont pires que des plots. C'est-à-dire, le plot, tu dois le contourner. Eux, c'est des joueurs limite, ils s'écartaient de leurs défenseurs. J'abuse évidemment quand je dis ça, je suis pas un hater, mais vous voyez ce que je veux dire. SGA, c'est un joueur, il a pas peur des duels en face. Il a pas peur. Il n'hésite pas. Il met beaucoup d'énergie là-dedans. Je sais même pas comment il fait pour tenir, mais il met beaucoup d'énergie là-dedans. Et honnêtement, c'est vraiment très appréciable de se dire que tu as sur le terrain, aucun plot défensif. C'est-à-dire que il y a peut-être, on va dire, Isaiah Joe, mais qui sort du banc. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème qui joue peut-être 15 minutes par-ci par-là, qui est là pour apporter du 3 points? Est-ce que c'est vraiment un problème qu'il soit pas bon défensivement? En tout cas, bref, SGA mentionnera pour lui, parce que honnêtement, c'est très fort ce qu'il fait défensivement. C'était pas forcément prévu, mais maintenant j'aimerais parler quand même des blessures, parce que j'en sens cette équipe depuis tout à l'heure, ses joueurs, etc. Mais c'est quand même une saison où le Thunder a eu énormément de blessures, énormément de blessés, et je tiens déjà à commencer par Isaiah Hartenstein, qui a manqué le premier mois de compétition à peu près. Il y a aussi Chet Holmgren qui s'est blessé au bout du 10e match face aux Warriors début novembre, et qui est revenu que juste avant le All-Star Break, quelques matchs avant, il a joué que 24 matchs cette saison, il joue pas les back-to-back, ce genre de choses, etc. Donc voilà, c'est à noter. Il y a aussi Alex Caruso qui a joué à peu près 45 matchs, il me semble, qui a eu pas mal de petits pépins physiques par-ci par-là, etc. Ce qui est toujours un petit peu chiant lors d'une saison. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a AJ Mitchell, le rookie, qui avait un bon petit rôle, qui s'est blessé, un bon petit shoot à 3 points, qui shoot à 43% de réussite, etc. Donc, c'est quand même une saison où OKC, malgré la belle saison, malgré la première place, qui a eu beaucoup de blessés. Il y a même J-Dub, la deuxième option offensive, c'est-à-dire que des matchs, tu te dis en début de saison, sans J-Dub, sans Chet, qu'est-ce que tu fais offensivement? Parce que SGA, les prises à deux sur lui seront vénères. Eh ben, il s'est blessé à la hanche il y a à peu près 3 semaines, début mars par là. On ne sait pas quand il reviendra. Bon, vu son sourire, etc., ça m'a pas l'air d'être ultra inquiétant, mais vu que c'est une blessure à la hanche, voilà, ça reste à voir. En tout cas, c'est une saison où il y a eu beaucoup de blessés, et c'est tout à l'honneur du Thunder, de son staff, etc., du coach, qu'il y ait quand même eu une aussi belle saison en tout cas. Et maintenant, je pense que le temps est tout trouvé pour parler du meilleur joueur de l'équipe, pas du meilleur joueur de la ligue, mais en tout cas du futur MVP, et ça, j'en suis certain, c'est Shai Gilgeous-Alexander, et de son niveau qui est quand même jordanesque, je pense qu'on peut le dire. Je dis pas que c'est Michael Jordan, je dis pas qu'il a son niveau, etc., son aura, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, en termes de stats,
il est du niveau de Michael Jordan et des meilleures saisons de Kobe, avec un meilleur pourcentage au shoot que Kobe, largement, et c'est pour ça que je parle de Michael Jordan. Et pour ce faire, je pense qu'on peut parler de sa moyenne de stats, c'est-à-dire qu'il a 33 points de moyenne, à plus de 52% au tir, 37% à 3 points, et justement, on peut parler donc évidemment, il a près de 6 rebonds, plus de 6 passes, 1,8 interceptions, etc. Les interceptions, j'aime pas trop les compter parce que, comme je le disais tout à l'heure, des Trae Young, etc. ou des James Harden peuvent avoir de hautes moyennes dans les interceptions et pas forcément être des bons défenseurs. Alors que par exemple, à Dyson Daniels pique tous les ballons et est un très bon défenseur. Donc bon, bref, ça veut un petit peu tout et rien dire, même si ça laisse quand même une bonne lecture de jeu. Il faut quand même une bonne lecture de jeu défensivement parlant pour prendre pas mal d'interceptions. Bref, en tout cas, en termes de stats, il a un niveau MVP, même si Nikola Jokic, dont je parlerai après, a de meilleures stats en tout cas. Voilà, 33 points pour un arrière, c'est extraordinaire. Il a 63 ou 64 matchs ou plus d'affilée à 20 points en plus, donc ce qui est quand même très fort. Ça n'a plus été fait depuis je ne sais combien de temps. C'est absolument remarquable. Il est là dans les grands soirs face aux Celtics mi-janvier, face aux Celtics récemment, il était encore là. C'est-à-dire, je parle pas uniquement d'être là sur le terrain, je parle d'être là en termes d'attaque, en termes de défense. C'est quand même des très bons matchs dans ses standards, c'est-à-dire 30 points minimum. Il a fait 40 points de moyenne, 40 points face à Denver lors de la première confrontation au mois de mars, début mars, il y a 2-3 semaines de cela, même si pour le deuxième match, c'était un back-to-back, il était moins fort. Il a mis 40 points, 15 sur 32 au tir, pendant que Nikola Jokic n'a pas été bon après le premier quart-temps, après qu'il est complètement défoncé au KC au premier quart-temps et sa petite blessure au coude, il a été beaucoup moins bon. C'est aussi un joueur qui est un très beau leader dans le sens où, en post-game interview, il va recadrer ses collègues, il n'hésite pas. En tout cas, on l'a vu sur des séquences, recadrer ses collègues. C'est un joueur qui, sur le terrain, peu importe le moment ou presque, il est toujours bon. C'est-à-dire, là, on a vu face aux Clippers qui n'était pas forcément bon. Donc voilà, heureusement, il y a eu les lancers francs pour lui. En finale de NBA Cup, il n'a pas été bon. L'équipe n'a pas suivi. Et c'est un petit peu le problème du Thunder dans le sens où j'ai l'impression que le Thunder vit trop et dépend trop de Shai. C'est-à-dire, si Shai est dans un mauvais match, ce qui arrive très très peu souvent, ça arrive une fois sur 15, une fois sur 20, je déconne même pas quand je dis ça, eh ben le Thunder sera mauvais. C'est ça le problème, c'est-à-dire que le Thunder vit et meurt pour Shai. On le voit, et c'est un petit peu le problème, mais c'est aussi ça un leader, c'est-à-dire que c'est un leader, et moi je pense que c'est l'étape ultime que pour avoir Shai, c'est-à-dire que, et faire en sorte que, de dire à ses coéquipiers, de les conforter, de dire, écoutez, même si là je suis mauvais ce soir, jouez pour l'équipe, jouez pour vous. Et je pense que c'est ce qui manque à Shai, c'est ce côté leader-là, c'est-à-dire même s'il n'est pas là, ça arrive d'être mauvais un soir pour je ne sais quelle raison, de faire un mauvais match de playoff, et ben faudrait que le collectif arrive à suivre, et pour l'instant c'est pas le cas. Après, c'est le début du projet, il va avoir son premier titre de MVP à la fin de la saison, donc voilà, c'est pas forcément problématique. En tout cas pour l'instant. Je disais, c'est un joueur, il y a une petite trend par rapport à ça, qui a une aura, c'est-à-dire que c'est un joueur. Voilà, bon. C'est un joueur qui a du flow, que ça soit dans son jeu ou dans la vraie vie, que ça soit sur Insta, etc. C'est un joueur qui a du flow. C'est un joueur qui est beaucoup respecté. Donc ça va avec le côté leader par ses coéquipiers. Donc ça, c'est important. Qu'ils n'hésitent pas à le recadrer de temps en temps. Évidemment, c'est un joueur qui a aussi des statement games, qui on disait, tiens, c'était un petit peu un Kawhi, c'est-à-dire, Kawhi, son match max en termes de points, c'est 45 points. Jay, c'était la même chose, c'était 44 ou 45 par là, la saison dernière, enfin sur sa carrière d'ailleurs. Là, il a fait enfin des matchs à plus de 50 points, 3 mercredis de suite aussi en début d'année 2025 à plus de 50 points. Il a des statement games, quand j'ai dit le match face à Jokic, les matchs à 50 points, malheureusement il y en a un, c'est dans une défaite. Bon, ça arrive à Jokic, ça arrive à Devin Booker il y a 8 ans quand il avait mis 70 points là. On a fêté les 8 ans il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017. Voilà. C'est un joueur qui a le bilan qui parle pour lui. 60 victoires, 12 défaites, il reste encore 10 matchs. Et le Thunder a déjà égalé
son record de franchise, je parle uniquement de la franchise du Thunder, donc depuis 2008, je ne prends pas en compte les Supersonics de Seattle, où là c'est 64 victoires lors de la saison 95-96, où ils vont en finale face à Michael Jordan et les Bulls. C'est un joueur qui a énormément de choses pour lui. Il a tout en fait, c'est-à-dire un collectif qui va bien, une équipe saine, ce qui montre que l'équipe tout va bien. C'est pas des équipes où, imaginons, il y avait quelques teams avec LeBron, enfin pas dans le Heat de Miami, pendant ces titres de MVP, où on se disait tiens le collectif là, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va, ou Michael Jordan qui était un tyran avec ses coéquipiers, ou Kobe, un peu le même style. Là non, c'est un groupe sain, tout va bien, tout le monde s'adore, etc. Donc voilà, ça fait parler. Je pense que c'est quelque chose qui va pour la cause de SGA, et c'est aussi, comme je parlais des blessures tout à l'heure, c'est aussi une équipe où il y a eu énormément de blessures. T'as deuxième/troisième option. Je pense deuxième option chez Tom Green de base, même si Jalen Williams a pris le pas cette saison, c'est quand même, je pense, ça aurait été la deuxième option dans le sens où il a tellement une influence défensive de la raquette et de dissuasion que, et même il prend des rebonds, etc. Ce qui fait que, les contres et tout, qu'au final c'est ta deuxième option sur le terrain, ton deuxième joueur le plus important. Et même si là, cette saison, c'était Jalen Williams qui depuis est blessé depuis quelques semaines, le fait qu'il y ait eu autant de blessures et que malgré ça, SGA, il se plaint pas, en conférence de presse, il dit pas « Ah, j'ai pas les coéquipiers, ah oui, mais là, il y a tel joueur qui est blessé », le mec, il dit « Ah non, je dois juste être meilleur, c'est tout. » Quand il y a une défaite, c'est « On doit être meilleur, je dois être meilleur, c'est pour moi, c'est pas grave. » C'est pas un joueur aussi qui va chouiner par rapport au titre de MVP, et ça, je trouve que c'est bien, comme Jokic, d'ailleurs. Comme Jokic, c'est-à-dire, il va pas dire « Ah ouais, moi, je veux le titre de MVP, ah, moi, je mérite le respect, etc. » C'est pas du tout ce genre de joueur, et personnellement, j'apprécie beaucoup. Et pour parler de Nikola Jokic, parce que c'est quand même important, pourquoi est-ce que je donnerais pas le titre de MVP à Nikola Jokic malgré ses stats, malgré le fait qu'il fasse la meilleure saison de l'histoire de l'NBA, selon certains, selon les stats avancées, machin. Moi, les stats avancées, même si c'est important, c'est pas que je prends pas ça en compte, c'est que je vais pas dire ah oui, mais là il est meilleur dans telle stat avancée, machin. Moi, je suis pas ce genre de gars. Moi, je vois le collectif, je vois le bilan, je vois l'impact du joueur sur le terrain, et de ce point de vue-là, l'impact de Jokic sur son équipe dans le jeu est plus grande que SGA, il y a pas à chercher. C'est un mec, c'est l'un des meilleurs rebondeurs de la ligue. Après ça, son poste, évidemment, il est pivot. C'est un mec qui est en triple-double de moyenne. Et en plus de ça, il a de très bonnes stats. C'est-à-dire que Oscar Robertson a fait des triple-doubles de moyenne il y a 50 ans. Et Russell Westbrook l'a fait avec OKC, justement. Il y a quelques années de ça, il a fait 4 saisons d'affilée, je crois, en triple-double de moyenne. Plus ou moins. Malgré ça, il avait des mauvais pourcentages au tir. Même sa saison MVP en 2017, à 42% au tir, 34% à 3 points, 84%, je sais, ça c'est bien, mais c'est pas top. Jokic, c'est pas de ce style-là. Je crois qu'il a quasiment 60% au tir. Il a plus de 40% à 3 points pendant 3 mois de compétition à peu près. Il était même le meilleur shooter à 3 points de la ligue. C'est pour dire à quel point c'est démentiel. Sachant que Jokic, c'était un joueur qui avait un bon tir à 3 points, mais qui baissait un petit peu d'une année à l'autre. Il passait de 38 à 34%, etc. Il revenait à 38, et là, non, c'est pas le cas. Jokic, c'est un joueur extraordinaire, mais il y a des choses qui vont contre lui. C'est-à-dire que récemment, il a manqué quelques matchs, tandis que SG continue de jouer, et pour la mémoire récente, on parle souvent de, pas de mémoire flash, mais de la mémoire récente, etc. Je pense que c'est important, et que ça va compter dans les votes. C'est aussi un joueur qui a déjà eu 3 titres de MVP, donc est-ce qu'on va lui donner autant de titres de MVP que LeBron James, sachant qu'il n'est pas américain, qu'il est serbe? Je suis pas sûr. Alors je dis ça parce que les Américains, en tout cas les votants américains, ont un nombrilisme assez dingue par rapport à leur pays, ça c'est connu par rapport à leur culture, etc. Donc je suis pas sûr qu'ils donnent 4 titres de MVP à un joueur qui n'est pas américain. Ensuite, il y a le bilan, c'est-à-dire que le Denver, les Nuggets, sont 3e, ce qui est très bien, ils sont à 46 victoires, 28 défaites. Ils ont moins de victoires que la saison dernière, ils avaient eu que 27 victoires, donc bon, déjà c'est moins bien que la saison dernière en termes de bilan, même s'ils ont perdu KCP à l'intersaison qui est parti au Magic, là, qui est désastreux d'ailleurs, donc c'est pas forcément une grande perte. Ils ont un moins bon bilan que l'année dernière.
Il y a quand même il y a quand même 15 défaites d'écart. 15 défaites d'écart, les gars, entre le Thunder et les Nuggets, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire vraiment, c'est démentiel. Pour moi, s'il y avait moins de 10 victoires d'écart, je donnais le titre de MVP à Jokic. J'avais 7-8 victoires d'écart. Bon, Jokic fait une saison qui est meilleure sur le papier, il n'y a pas de souci. Les SGA, il a 33 points de moyenne, le gars. 33 points de moyenne. C'est pas des stats à la Bradley Beal, hein. C'est-à-dire Bradley Beal qui faisait ça en 2020 dans l'équipe Washington poubelle, hein, qui était même pas All-Star d'ailleurs, tellement sa saison, entre guillemets, elle était insignifiante. Dire ouais, tu stats, mais dans une équipe nulle. Les SGA fait ça en étant premier et de loin. C'est-à-dire, bon, il y a les Cavs qui ont eu 3 défaites d'affilée en mars, là, qui fait qu'ils sont à 2 défaites d'écart, et 58 victoires pour 14 défaites, mais t'as quand même le meilleur bilan de la ligue, t'as quand même un joueur, SGA, c'est comme il dit, c'est la constance. C'est-à-dire, le mec, il est constant, il rigole un peu de ça, il dit, je fais toujours les mêmes choses, je fais en sorte que ma vie soit constante, etc. Justement, c'est un joueur, tous les soirs, il sera là. Tous les soirs, il sera là, et ça considère, c'est rare quand il se trouve, et même face aux Clippers, où il est, je crois, 7 sur 26 au tir, c'est son plus mauvais match de la saison, et ben malgré ça, l'équipe gagne. Donc, voilà. Et voilà, pour moi, ce sera SG MVP. Et ça clôt un peu le débat, ça clôt un peu ce podcast sur le Thunder. Je pense que j'ai parlé à peu près de tout. J'ai pas forcément parlé de l'attaque du Thunder, parce que pour moi, même si c'est une équipe qui est très forte en attaque et qui est belle à voir jouer, c'est pas non plus les Cavs. C'est-à-dire que les Cavs, ils ont un tel collectif. Les Cavs ont une telle attaque, et un tel collectif que ça vaut plus le coup de parler d'eux, en tout cas en termes d'attaque. En tout cas, bref, comme je dis, ça conclut un peu l'émission. Mention honorable quand même à Jalen Williams, qui, c'est un joueur, je veux qu'il ait un contrat à vie avec le Thunder. Et juste, il est trop bien. C'est le 3e pivot, etc. C'est un joueur, il a toujours le sourire. Et quand il est titulaire, il fait des gros matchs récemment. C'est-à-dire, ça montre quand même à quel point le collectif du Thunder est sain et que l'équipe est saine, que c'est une équipe très bien coachée, parce que c'est quand même ton 3e pivot. C'est un mec qui fait genre 8 points, 6 rebonds, quelque chose comme ça. Et il te fait des triples-doubles quand les titulaires sont absents. Donc Chatham Green et Hartenstein. Donc voilà, mention honorable pour lui. J'espère malgré tout que vous avez kiffé ce podcast. Et je vous dis à la prochaine.